Donc voilà, pour ce quatrième webinaire réalisé dans le cadre du projet CASDAR d'Arasec, nous accueillons Jean-Pierre Del Corso de l'ENSFEA qui va nous parler de la construction sociale des représentations des apprenants en lien avec voilà, le défi du changement climatique. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je commence peut-être à me présenter très brièvement. Donc, je suis professeur en sciences économiques dans l'école bon, que vous sans doute vous connaissez, hein, qui forme tous les enseignants du ministère de l'Agriculture, enseignement public et privé, dont l'ENSEA, l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. Et je dépends d'un laboratoire toulousain, hein, que vous voyez figurer ici, qui s'appelle le LEREPS, le laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux. Et comme l'indique son libellé, c'est un laboratoire d'économistes très interdisciplinaire, et vous allez le voir à l'occasion d'ailleurs de cette présentation, qui concerne en l'occurrence un projet de recherche-action qui a été financé par ce qu'on appelle un laboratoire d'excellence, donc qui est présent sur le site toulousain, qui s'appelle Structuration des mondes sociaux, avec pour objectif justement de prendre en compte les dynamiques sociales dans les territoires. Et donc là, en l'occurrence, ce projet, nous l'avons fait porter sur le changement climatique et plus précisément sur la manière dont les étudiants de l'enseignement agricole se positionnaient vis-à-vis de cette question du changement climatique, avec une entrée particulière sur ce que l'on appelle, je vais définir rapidement, les solutions fondées sur la nature, dont on estime, hein, notamment en agriculture, qu'elles peuvent être une solution hein, pour lutter contre le changement climatique. Euh, alors, notre questionnement de base est le suivant, hein. L'objectif, c'était, comme je viens de le préciser, d'examiner comment les élèves de l'enseignement agricole se positionnent, bah, notamment vis-à-vis des solutions fondées sur la nature, comme réponse possible au défi du changement climatique avec trois sous-questionnements, hein, finalement. Nous souhaitions savoir si les étudiants étaient véritablement prêts à changer leurs habitudes et leurs comportements, hein. Donc ça entre dans un contexte, hein, vous le savez, où les jeunes se mobilisent face aux effets du changement climatique. Donc il y a eu plusieurs actions qui ont été conduites en la matière, hein. Le deuxième aspect concernant les enseignants, hein, comment les enseignants peuvent-ils accompagner ces changements, hein. Justement, j'attirerai votre attention sur des aspects assez pédagogiques et didactiques. Et du coup, dernière question qui est un peu en filigrane de la réflexion, se demander jusqu'à quel point les établissements agricoles peuvent être des espaces d'élaboration de valeurs environnementales communes et donc d'invention de nouvelles gouvernances, notamment pour ces solutions fondées sur la nature. Voilà un petit peu le questionnement qui nous a animés au départ de ce projet. Je ne l'ai pas précisé, qui a duré 3 années. Et donc notre entrée, effectivement, c'est porté. Alors à ce moment-là, c'était assez nouveau, hein, on commence aujourd'hui à en parler davantage, mais apparaissait, vous voyez, tout ce questionnement autour des solutions fondées sur la nature. Alors de quoi s'agit-il? Bah, tout simplement des actions possibles hein, qui s'appuient sur les écosystèmes et qui peuvent permettre finalement bah, de solutionner partiellement un certain nombre de problèmes ayant trait au réchauffement climatique. Alors, vous en avez quelques exemples, hein, donc en s'appuyant sur la biodiversité, en s'appuyant sur des aspects concernant la lutte contre l'érosion, sur la conservation, bien sûr, des zones humides,
sur toutes les actions qui concernent le reboisement, sur le maintien de la fertilité des sols, bon, etc. Donc vous voyez bien que par rapport aux illustrations, d'emblée, là, bien sûr, le secteur agricole et le monde rural au sens large est concerné par la mobilisation, l'activation possible de ces solutions fondées sur la nature. Et dans notre démarche, finalement, notre travail a comporté deux axes principaux. Donc, l'aspect général hein, était encore une fois, de mieux cerner les représentations des élèves sur cette question du changement climatique. Donc, avec ces deux entrées, première entrée, comprendre finalement comment circulent et se diffusent les connaissances sur les solutions fondées sur la nature et le changement climatique. Donc ça, vous verrez, ça a donné lieu à un premier travail qui d'ailleurs a été publié. Et puis, deuxième aspect, capter les préférences des étudiants, individuels et collectives, par rapport donc à ces solutions fondées sur la nature. Donc ça, c'est un travail que nous avons conduit dans un deuxième temps et bon, pour lequel, justement, il y a une valorisation en cours. Hein. Voilà, donc il y a un article scientifique que l'on doit soumettre d'ailleurs dans les jours prochains. Voilà. Alors, nous avons travaillé, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de recherche-action, hein, nous avons travaillé étroitement avec des équipes pédagogiques hein, dans le grand sud, sud-est et sud-ouest de la France. Donc, je ne vais pas détailler, mais vous voyez apparaître une dizaine d'établissements agricoles avec lesquels nous avons collaboré, donc avec les équipes, hein, bien sûr. Euh, bon, nous étions principalement sur des lycées agricoles publics, hein, hormis l'Institut Larac, donc, qui se trouve près de Carcassonne, donc dans le sud-ouest de la France. Alors, les équipes, je précise, il n'y avait pas, bon, très souvent il y avait des économistes, mais pas forcément, hein, donc c'était des équipes mixtes. Alors nous, c'était plus simple, hein, bien sûr, vous l'avez compris avec nos contacts, de travailler avec des collègues économistes, parce que je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais l'équipe qui a travaillé sur le projet était avant tout composée d'économistes. Hein, voilà. Alors, première entrée, hein, je vais passer en revue. Hein, rapidement. La première entrée a concerné donc la manière dont ces connaissances, au sens large sur le changement climatique, circulent et se diffusent au sein de cette population étudiante. Et vous allez voir, il y a eu quelques résultats, moi, qui me semblent assez intéressants, qui mériteraient d'être peut-être retravaillés hein, au niveau des équipes pédagogiques. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis finalement d'un questionnement sur l'influence de trois types d'espaces culturels dont on dit dans la littérature qu'elles sont susceptibles de jouer un rôle important. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux, hein, donc premier élément, ça nous semblait important à examiner, hein, puisque là, on est avec des jeunes gens de BTS qui sont amenés à utiliser très largement ce moyen de communication. Deuxième aspect concernant ben, nous, ce qu'on appelait les territoires de vie, c'est-à-dire les lieux de résidence de ces étudiants. Hein. On sait pertinemment que les jeunes gens dans les lycées agricoles, très souvent, ont une vie active dans leur territoire d'implantation. Donc, on voulait voir un petit peu ce qui se passait par rapport à cette question du changement climatique. Et bien sûr, l'école, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que notre objectif, c'était de voir jusqu'à quel point les établissements de l'enseignement agricole participent à faire évoluer, à diffuser des savoirs autour du changement climatique et à modifier les approches des étudiants en la matière. Alors, on sait, je l'ai dit rapidement, je l'ai présenté rapidement tout à l'heure, mais on s'est focalisé sur de jeunes gens qui sont prêts à occuper une activité professionnelle,
C'est la raison pour laquelle on s'est focalisé sur des étudiants en BTSA, à la fois production et de manière générale aménagement, hein. Donc on a été auprès d'étudiants qui étaient en GPN et puis aussi en DATR, hein, voilà, principalement. Et notre objectif, alors on verra que dans le deuxième travail, c'est un petit peu, c'est pas quelque chose qui a été probant, mais on avait une hypothèse de base, bien sûr, c'est de dire que dans les filières aménagement, il pouvait y avoir une sensibilité plus forte vis-à-vis du changement climatique. Alors, ces trois types d'espaces culturels, socio-culturels, euh, donc on les prenait en compte pour savoir jusqu'à quel point, finalement, ils contribuaient à influencer les représentations des étudiants et à les transformer. Donc, nous, ce qu'on appelle en économie des croyances, hein, plutôt que de représentations. Donc, comment ces trois types d'espaces pouvaient intervenir dans la formation et la transformation des croyances sur le changement climatique et donc de manière sous-jacente sur la représentation des solutions fondées sur la nature en tant que solution possible au changement climatique. Alors voilà notre effectif, hein. Donc là aussi, je vais vite, hein, puisque ensuite Catherine vous fera passer de toute façon les éléments de ce diaporama. Simplement, j'en viens aux aspects les plus peut-être importants. Donc, vous voyez que notre effectif n'est pas négligeable, hein. 290 étudiants ont été enquêtés. Alors, on a fait une distinction entre l'implantation de ces établissements, parce que pour nous, ça a été une variable qui, à un moment donné, est prise en considération, hein, pour savoir jusqu'à quel point elle influence finalement les étudiants, hein, dans leur approche du changement climatique et des solutions fondées sur la nature. Donc, nous avions des lycées en territoire rural, hein, des lycées plutôt en territoire périurbain, et puis ensuite des lycées en territoire urbain. Vous voyez que c'est à peu près, l'effectif était à peu près bien réparti, hein, puisqu'on a à peu près un tiers des étudiants dans chacune de ces configurations, hein, de localisation des établissements. Alors, premier aspect, donc ça, c'est pas très. On pouvait s'y attendre, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est corroboré par les résultats de notre étude, hein. Vous voyez d'emblée l'effectif des étudiants à un niveau de sensibilité assez importante par rapport à la question du changement climatique, hein. Lorsqu'on les questionne, vous voyez, euh, sur l'importance qu'ils accordent, hein, dans un gradient de 1 à 5, bon, ils vont nous dire à 80%, c'est plutôt important ou c'est très important. Alors, je dirais que ce premier point, d'une certaine façon, peut-être assez rassurant, hein, pour les équipes qui doivent intervenir sur ces questions-là, hein, qui sont de plus en plus transversales dans les programmes. Alors, deuxième résultat, vous voyez, qui est aussi rassurant, lorsqu'on leur demande s'ils sont prêts à changer de pratique, ils nous répondent, une grande partie, oui, hein. Et vous voyez, ce qui est encadré là en rouge et en bleu, donc vous avez finalement le pourcentage des étudiants qui sont prêts à changer trois pratiques et plus, hein. Donc quand on est sur trois pratiques et plus, on atteint, vous voyez, un pourcentage supérieur à 40%, 42% précisément, hein, pratiquement la moitié de l'effectif, hein, qui sont prêts à changer trois pratiques et plus. Et vous voyez donc en ligne un petit peu les changements qui sont prêts à opérer, hein. Donc les changements d'habitudes alimentaires, les changements d'habitudes de consommation au sens large, le fait de ne plus prendre l'avion, euh, l'utilisation des transports en commun. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'intentions qui sont mentionnées. Alors vous verrez que le deuxième travail
nuance un petit peu ces aspects-là, hein, par rapport à ces intentions qui sont déclarées ici, hein. Euh, et puis ensuite, donc, on a cherché à comprendre un petit peu. Alors, c'est là qu'intervient un petit travail économétrique, hein. Donc, je n'entre pas dans le détail de ce travail, où on s'est intéressé finalement à l'impact d'un certain nombre de variables, vous voyez, concernant le genre, concernant l'origine socio-professionnelle, concernant la filière de formation, concernant la localisation spatiale de l'établissement scolaire. Alors là, les résultats, le premier résultat, bon, justement, hein, corrobore une de nos hypothèses. Vous voyez, alors je commente pas d'un point de vue économétrique, mais ce qui est encadré, vous voyez, entouré de rouge là, sur les filières de formation, ce qui apparaît très clairement, c'est que dans les filières aménagement, protection de la nature, DATR, etc., les étudiants sont plus sensibles à cette question du changement climatique. Bon, ça semble aller de soi, hein, c'est assez logique puisque le choix de la filière de production est tout à fait entre tout à fait en compatibilité avec ces préoccupations autour du changement climatique, de l'environnement et du changement climatique plus précisément. Alors, ils sont moins sensibles du coup, hein, le signe moins le laisse clairement apparaître ici dans les secteurs de production et de transformation. Ça, on pouvait clairement s'y attendre. Alors, deuxième aspect qui est peut-être un peu plus étonnant, hein, c'est l'impact de la localisation spatiale de l'établissement scolaire, hein. Donc, les données que vous voyez apparaître, qu'est-ce qu'elles signifient? Elles signifient tout simplement que la sensibilité est plus forte dans les espaces ruraux que dans les espaces urbains. Alors peut-être, mais là c'est de l'interprétation, hein, il faudrait le vérifier, hein, mais peut-être que dans les zones rurales, donc on peut observer plus directement les conséquences du changement climatique qu'on ne peut le faire dans les zones urbaines. Bon, c'est un début d'interprétation, mais encore une fois, nous n'avons rien de précis pour l'étayer davantage. Alors, les aspects qui apparaissent ensuite, justement, me paraissent intéressants, hein, pour vous, hein, euh, pour intervenir dans les classes autour de ces questions, avec un aspect qui est, euh, comment dire, rassurant pour les enseignants. Ben, je vais y venir, hein. Donc, on les a interrogés sur les sources d'informations sur ces questions du changement climatique. Alors, le tableau, qu'est-ce qu'il met en avant? Il met en avant que, premièrement, ben, les étudiants s'informent à partir de sources variées. Donc, vous voyez, là, on a passé en revue les réseaux sociaux, les enseignants, l'entourage, dans l'entourage familial, les journaux, la TV, la télé, la classe, les influenceurs, la radio, le monde politique, etc. Alors, qu'est-ce qui rejaillit de ces aspects? Il rejaillit deux choses importantes, hein, dans un premier temps que les réseaux sociaux, hein, jouent un rôle très important. Donc ces jeunes gens, on pouvait s'y attendre, là aussi, utilisent très largement les réseaux sociaux, mais on verra que tout à l'heure, il y a un aspect qui est peut-être un petit peu paradoxal, hein, mais qui me semble intéressant. Et puis apparaît, hein, et c'est là le côté rassurant pour les équipes pédagogiques, le côté enseignant. Donc, ils s'informent beaucoup à partir ben, de ce qu'ils entendent, hein, de la part de leurs enseignants, hein. Alors, il y a des éléments, hein, des vecteurs pour lesquels des médias pour lesquels effectivement l'incidence est moindre. Vous voyez, les influenceurs, hein, la radio, le monde politique, pour lesquels d'ailleurs les étudiants expriment une certaine méfiance, hein. Voilà, donc c'est ce ils nous déclarent, hein, lorsqu'on on a pu ensuite les interviewer. Alors là, c'est justement un résultat qui me semble très intéressant, hein, sur lequel je vais revenir un peu
dans les conclusions de ce premier travail. Donc là aussi, hein, une approche économétrique qui est faite. Donc je la résume hein, avec ces deux encadrés en vert et en rouge. Donc ce qui nous semblait important, c'est de leur demander si bon, ils utilisaient un média, mais s'ils avaient une confiance vis-à-vis du média en question. Alors, ce qui apparaît là-dedans, c'est par rapport aux deux vecteurs qu'ils utilisent très largement, les réseaux sociaux et l'école, hein, ce qui se passe dans le cadre des lycées agricoles, bah, apparaît la chose suivante. Donc, ils émettent une très grande confiance vis-à-vis du discours qu'ils entendent de la part des enseignants. Donc, confiance très forte dans les informations et les connaissances diffusées. Par contre, une méfiance assez importante vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors, ils les utilisent beaucoup, mais on verra qu'ils les utilisent d'une manière assez particulière, pas forcément pour s'informer. Et ça aussi, pour les équipes pédagogiques, je dirais, c'est assez rassurant. Donc, ces jeunes gens sont après assez précautionneux, en tout cas l'effectif que nous avons enquêté par rapport à l'information qui circule sur ces réseaux sociaux, même si ils en sont de grands utilisateurs. Hein, voilà. Mais on va voir qu'ils en ont une utilisation particulière par rapport au changement climatique. Alors, autre résultat, tout à l'heure j'ai parlé des territoires de vie. Hein, donc là, c'est résumé. Là, je vais pas commenter. Alors peut-être ça vaudra mieux si vous avez des questions je puisse répondre à vos questions. On a essayé de comprendre comment ils se situaient dans leur territoire, hein, s'ils avaient des actions particulières hein, qu'ils engagent dans leur territoire de vie. Et là, effectivement, on s'aperçoit que c'est bien le cas. Hein. Donc, on a fait une petite analyse hein, bon, qui a pas été poussée très loin, mais ce qu'on appelle une analyse de réseau, hein. Comprendre finalement le réseau avec lequel les étudiants interagissent. Donc là, il y a une première représentation, vous voyez. Alors, on appelle ça il y a pas mal de travaux qui portent aussi beaucoup là-dessus aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intermédiation, c'est-à-dire des acteurs qui, dans un territoire, mettent en lien d'autres acteurs. Et là, on s'aperçoit, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, hein, que nos étudiants, hein, quelquefois, jouent ce rôle d'intermédiaire dans les territoires par rapport à ces questions du changement climatique. Bon, là, c'est le cas d'un étudiant qui a fait un parcours en STAV, hein, euh, et qui est à l'origine, hein, notamment, de la mise en place d'un système de covoiturage dans son village. Donc, vous voyez, il a développé tout un réseau justement pour mettre en place ce système-là. Hein. Donc, alors vous voyez, ça renvoie après, c'est important, hein, c'est là-dessus, hein, je pense que vous pourrez ensuite vous saisir de ce type de travail. Ça veut dire que, bien sûr, les étudiants que vous avez en classe, et heureusement, ont des connaissances sur le changement climatique. Toute la question est de savoir que faire de ces connaissances dans la classe. Je vais y venir hein, en conclusion, mais c'est une question qui me semble importante. Hein. Alors voilà, là vous avez un deuxième étudiant hein, qui aussi assure cette fonction d'intermédiation dans les territoires. Voilà, il est à l'origine alors je me souviens plus très bien là euh, d'un site de protection de l'environnement. Voilà, donc là aussi, là, il est en relation avec toute une série d'acteurs hein, pour diffuser de l'information et puis agir concrètement dans son territoire hein, pour essayer de faire un petit peu bouger les choses. Alors, j'en viens un petit peu aux premières conclusions de ce premier travail. Donc, trois conclusions
importante, me semble-t-il, hein. Première conclusion, hein, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, la place a priori paradoxale de la culture du numérique. Donc encore une fois, ce sont des étudiants qui, comme tous les autres jeunes, recourent très largement aux réseaux sociaux, réseaux sociaux. Mais là, finalement, ils s'en servent avant tout pour diffuser des connaissances sur le changement climatique et beaucoup moins pour s'informer eux-mêmes sur cette question du changement climatique, en disant que bon, il faut se méfier finalement de l'information qui circule dans les réseaux sociaux. Donc ils vont s'en servir avant tout pour influencer les opinions d'autres acteurs, que ce soit ben, d'autres étudiants, hein, ou que ce soit leur entourage familial ou local. Alors, deuxième conclusion de ce premier travail, et là c'est quelque chose d'important pour l'enseignement agricole, hein, d'une certaine façon, hein. L'école, hein, au sens générique du terme, les établissements d'enseignement agricole, s'affirment comme des espaces d'échange interactifs, hein, qui jouent un rôle très important pour finalement forger les opinions sur le changement climatique, hein, des étudiants, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et à plusieurs reprises, lorsqu'on a interviewé les étudiants, ils l'ont bien énoncé. La parole de l'enseignant, hein, le discours de l'enseignant joue un rôle très important pour justement formater, transformer leur croyance ou leur représentation sur le changement climatique. Troisième conclusion, alors là aussi qui interroge hein, sur les pratiques pédagogiques, hein, les territoires de vie sont des espaces d'action pour les étudiants, hein, ça semble à peu près logique. Donc ces espaces, ces territoires de vie proposent des cadres culturels et institutionnels qui permettent aux étudiants ben, d'initier un certain nombre d'actions dans les territoires, principalement, spécifiquement en zone rurale, hein, où les étudiants s'en servent finalement pour inaugurer d'autres manières d'interagir avec l'environnement naturel et de leur lieu de vie, hein. Et donc là, ils peuvent y jouer un rôle actif, hein, nous qu'on qualifie, hein, bon, en se référant à ce qui apparaît dans la littérature, ils agissent comme de véritables intermédiaires. Ce sont des innovateurs en la matière, hein, donc, et ils participent à la diffusion, à la transmission de connaissances sur le changement climatique. Alors, notre article, on le conclut comment? Hein, ça me semble important dans le débat d'une certaine manière. Donc, c'est un article qu'on a publié, alors qui a fait une publication, mais synthétique, dans une revue française dont je viens d'oublier le nom. C'est là que Catherine nous a identifiés d'ailleurs. Euh, bon, peu importe. Et puis dans une revue anglo-saxonne, donc plutôt en sciences de l'éducation, hein. Je disais tout à l'heure, bon, on est des économistes, mais là on a publié dans une revue en sciences de l'éducation en l'occurrence. Et notre article, on le conclut, hein, et je pense que c'est un élément de réflexion pour vous, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a des étudiants, hein, ils sont dans les classes, et bien sûr, ils ont des connaissances, ils ont des expériences et des connaissances sur le changement climatique. Question, hein, et c'est une question, je dirais, brûlante hein, pour les enseignants, que faire de ces connaissances? Alors, et là, même d'ailleurs dans le cadre des sciences de l'éducation, il y a des approches qui sont quelquefois contradictoires. Dans les années 70, en sociologie de l'éducation notamment, il était de bon ton de dire que ces connaissances non scolaires devaient être largement être prises en considération. Vous voyez, il y a les travaux, par exemple, d'un auteur qui s'appelle Apple, hein, qui est mentionné ici, qui montrait très largement la complémentarité entre connaissances scolaires et non scolaires. Tout simplement parce que cette complémentarité permet de produire de nouvelles connaissances. Et on pourrait dire aujourd'hui que cette complémentarité se justifie d'autant plus que l'éducation au changement climatique ben, ne convoque pas uniquement des savoirs scientifiques, mais aussi des valeurs éthiques et politiques, hein. Donc,
Et vous voyez, tout ce qu'on appelle les éducations A, les éducations à l'environnement naturel, bien sûr, font appel à ces questions éthiques et morales dont on peut estimer qu'elles ne relèvent pas fondamentalement de savoir scientifique. Par contre, ça a été très nuancé, vous voyez, plus récemment, par des mêmes auteurs, hein, Jung en l'occurrence, qui était très largement un partisan de la mise en avant des connaissances non scolaires, et qui, plus récemment, a une position tout à fait différente. Hein, voilà. Et il dit finalement, hein, donc on le reprend à la fin de notre article, il dit, voilà, les deux formes de connaissance ne se valent pas. Hein, il indique la chose suivante, la portée des connaissances non scolaires est avant tout contextuelle. Elle ne traite que de particularités de la vie quotidienne, alors que les connaissances disciplinaires ou scientifiques dépassent le simple contexte d'application. Elles valent en général, et donc ce sont pour lui des connaissances qu'il qualifie de connaissances puissante. Alors, ce débat, hein, on le retrouve, moi, pour avoir étudié un petit peu ces auteurs, très tôt, hein, en psychologie socio-culturelle, dès le début du XXe siècle, en Russie notamment, par un auteur qui s'appelle Vygotsky, hein, qui montre, par contre, hein, la complémentarité entre des concepts dits quotidiens, qu'il appelle quotidiens, et des connaissances scientifiques. Mais vous voyez que dans la classe, du coup, vous aurez à gérer ce type de questions. Comment prendre en compte les expériences de ces jeunes gens hein, sur le changement climatique hein, comment, en même temps, y greffer des savoirs scientifiques que l'on peut considérer, hein, si on suit Jung, comme des connaissances puissantes. Hein. Donc il y a une jolie formule d'ailleurs de Vygotsky du XXe siècle, moi qui m'a beaucoup inspiré à un moment donné dans mes propres enseignements. Il dit la chose suivante, il dit les concepts quotidiens, hein, qui renvoient ici aux connaissances non scolaires, doivent germer par le haut et les concepts scientifiques doivent germer par le bas. Et finalement, c'est dans la rencontre finalement de ces deux types de connaissances, connaissances non scolaires, connaissances scolaires, que sans aucun doute peuvent se développer les compétences et les compétences des élèves. Mais vous voyez que là, si on suit Jung, il y a quand même on ne les met pas, ces connaissances, sur le même plan. Et la conclusion qu'il en tire hein, de ces connaissances scientifiques, hein, donc je n'ai fait que reprendre en traduisant ses propos, il dit la chose suivante, les enseignants doivent développer des moyens permettant aux élèves d'aller au-delà des connaissances non scolaires, effectivement, contextualisation des connaissances scolaires et non scolaires. Hein. Voilà, donc c'est un challenge pour les enseignants. Hein. Ils peuvent s'appuyer, hein, moi si je le lis, je l'interprète ainsi, hein, ils peuvent s'appuyer, ils doivent s'appuyer s'ils font habilement les choses sur les expériences et les connaissances non scolaires, mais il doit doter ces connaissances d'un niveau de générosité qui va permettre ensuite de transposer à des situations parentes. Et c'est l'acte important pour un enseignant, hein, de faire en sorte que les connaissances qui sont validées, institutionnalisées dans la classe, puissent être utilisées, mobilisables dans des situations comparables, dans des situations que l'on qualifie en didactique professionnelle de parente. Hein. Hein, on parle en didactique professionnelle de classe de situation. Voilà. Voilà sur le premier type de travail. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, si vous avez des questions à poser sur ce premier travail. Avant de passer au deuxième travail, Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que vous entendez par germer par le haut et germer par le bas? et oui, ben justement, ce qui fait la force des concepts scientifiques constitue la faiblesse des savoirs scientifiques. C'est ce que nous dit, c'est l'enseignement principal que nous dit cet auteur
s'appelle Vygotsky, c'est-à-dire que justement, ça renvoie à ce que nous dit Jung, c'est-à-dire les concepts quotidiens ou les connaissances scolaires des élèves, ce sont des connaissances qui valent par rapport à un contexte d'application très limité. Hein, donc, on connaît hein, ce que nous raconte Vygotsky, par exemple, parce qu'on le vit tous les jours, ce qu'est un frère ou une sœur. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Mais vous voyez, ça, c'est dans le contexte familial. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte que ces concepts quotidiens, ces connaissances justement non scolaires, puissent être transposés dans d'autres situations qui sont des situations comparables. Et inversement, le concept scientifique vaut en général. C'est-à-dire que quelquefois, et d'ailleurs on le voit d'ailleurs même en termes de recherche, hein, on oublie le contexte d'application. Et ce n'est que parce que on a un contexte d'application que le savoir scientifique, la connaissance scientifique peut prendre sens. Hein. Et du coup, c'est dans la rencontre, enfin moi en tout cas, c'est ainsi que je vois les choses. Hein. Et quand je fais un enseignement, même en master, je m'y efforce avec plus ou moins de réussite. C'est dans la rencontre finalement entre des connaissances très contextuelles et des connaissances scientifiques que l'on peut développer, encore une fois, des compétences. C'est-à-dire que si on enseigne uniquement des savoirs scientifiques, vous voyez, ces connaissances, elles ne sont pas forcément opératoires, sauf avec comment dire, un coût cognitif très important pour les élèves. Donc, si on donne le contexte d'application, c'est plus simple ensuite pour les élèves de pouvoir s'emparer d'un concept scientifique, hein, d'en comprendre toute l'utilité, hein, et ensuite de pouvoir du coup le réutiliser dans des situations, hein, puisque c'est le terme exact, dans des classes de situations qui sont identiques. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, oui, oui. Merci. Voilà. Et c'est ce que nous dit finalement Jung, hein, mais en disant, malgré tout, vous voyez, dans son propos, on dit, voilà, il y a quand même des connaissances qui sont plus importantes que d'autres. Hein, on peut le résumer ainsi. Donc voilà, parce que, vous voyez, pas si je dois m'aventurer là-dessus, mais il y a beaucoup aujourd'hui de questionnements sur l'importance du débat dans la classe. Mais moi, position toute personnelle, on ne peut pas en rester au stade du débat. Hein. C'est bien beau de faire réfléchir les élèves à partir d'un débat, pourquoi pas, mais ensuite, il faut être en mesure de donner des outils de compréhension qui permettent de dépasser le débat du moment. Hein. Donc, si les élèves échangent uniquement sur la base de connaissances très, très quotidiennes, relevant de leur quotidien, à mon avis, ils n'apprennent pas grand-chose. Hein. Et l'acte d'apprentissage, c'est l'acte qui va accompagner les élèves à justement se positionner dans d'autres situations comparables, hein, transposer. Hein. Voilà. Et on ne peut transposer, encore une fois, que parce qu'on a des outils conceptuels puissants, pour reprendre ce terme-là, qui vont me permettre d'entrer dans la situation en reconnaissant cette situation et en ayant tous les moyens pour m'emparer et traiter la situation en question. Voilà. Mais vous voyez, ça renvoie, à mon avis, à cette question hein, sur le changement climatique, hein, mais pas seulement, hein, à des enjeux de ce type. Hein. Qu'est-ce que je fais de ces connaissances non scolaires dans la classe et comment je les marie, comment je les associe à des savoirs scientifiques. Alors, je peux avancer, peut-être. Hein. Alors, deuxième travail complémentaire, vous voyez, alors c'est un travail qui porte ce qu'on appelle une évaluation économique. Donc là, je ne vais pas entrer non plus dans les détails, peu importe, hein, mais il y a des questions d'évaluation qui taraudent les économistes, hein, comment on évalue des biens et des services environnementaux, là en l'occurrence des services écosystémiques, qui sont sous-tendus par les solutions fondées sur la nature. Mais nous, ce qui nous intéressait à travers cette évaluation, c'était de savoir jusqu'à quel point les étudiants étaient prêts à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Alors, j'en discutais encore tout à l'heure, parce qu'on doit soumettre notre article avec le collègue, et vous allez voir, on arrive à un résultat qui est assez
assez original d'une certaine façon, hein. Euh, Parce que, vous voyez, effectivement, hein, alors un peu moins aujourd'hui, hein, mais il y a quelques années, il y avait tous ces mouvements hein, de la jeunesse qui nous disaient, voilà, les jeunes, là, ces jeunes gens veulent à tout prix faire quelque chose pour le changement climatique. Il y a même des mouvements de grève pour le climat, etc. hein. Et puis là, vous allez voir, on a un résultat qui, en tout cas pour notre effectif et pour les étudiants de l'enseignement agricole, qui ne va pas forcément dans ce sens-là, hein. Et donc, ça laisse un petit peu songeur sur aussi le défi qui se pose dans la classe. Hein, par rapport à ce groupe d'étudiants. Alors là, je passe vite, vous voyez, donc alors, l'effectif n'était pas tout à fait le même hein, que celui de la première étude. Il y a eu quelques petites modifications. Vous voyez, donc l'effectif d'un point de vue genre est à peu près équilibré. 93 filles, 102 garçons. Bon, l'âge, entre 17 et 18 ans. Donc, ce sont des jeunes gens en BTS 1, BTS 2. Donc, vous avez l'origine, par rapport à la résidence. Hein. Donc, une grande partie sont en zone rurale. On a des éléments sur le revenu annuel, mais voilà, ça concerne les étudiants. Donc, hein, on voit que le revenu est assez faible, mais c'est normal. Non, mais par contre, ça a généré, ça a eu des conséquences sur la manière dont on a essayé de mesurer hein, monétairement leur engagement. On ne pouvait pas, vous voyez, dans d'autres situations, on va mesurer l'engagement monétaire à travers, par exemple, une taxe qu'ils sont prêts à payer, des aspects de ce type. Donc là, ça n'avait aucun sens. Donc on a utilisé un autre moyen pour évaluer, mesurer cet engagement. Voilà. Ensuite, vous avez un petit peu la répartition par filière du coup, 201 étudiants qui ont été enquêtés. Vous voyez, 70 en première année, 131 en deuxième année. Et puis voilà, les filières qui étaient représentées, GPN, Axe, PA, Orti, DATR. Et puis ensuite, la proportion des parents qui travaillent dans le secteur agricole. Donc ça, vous allez le retrouver, hein, Catherine vous enverra les éléments. Alors, nos questions étaient les suivantes dans ce travail, donc, qui croisent un petit peu le précédent, mais en même temps qui va le compléter hein, sur un autre volet. Hein. Donc, voilà nos questions. Quel est le niveau de sensibilisation des étudiants de BTSA au changement climatique, quel est leur niveau de connaissance des solutions fondées sur la nature. Alors là, on était beaucoup plus sur cette question des solutions fondées sur la nature, hein, puisqu'on les a fait travailler sur ces éléments-là, avec notamment deux solutions autour de la pollinisation et de la qualité de l'eau. Quel niveau d'effort les étudiants sont-ils prêts à consentir alors, justement, ici, on l'a mesuré en termes de bénévolat consacré à une association de défense de l'environnement ou autre, ou dans une exploitation agricole, hein, donc des heures mises à disposition hein, de cette organisation pour préserver les écosystèmes à l'origine, donc de la fourniture des solutions fondées sur la nature. Et dans quelle mesure un débat dans la classe peut-il renforcer la sensibilisation des étudiants au risque du changement climatique et partant leur niveau d'engagement au service du bien-être collectif? Alors, il y a une hypothèse très forte. Vous voyez, elle est là aussi, je la présente assez rapidement. Donc, il y a tout un débat qu'on trouve très largement en sciences sociales dont en économie. Hein, vous voyez, donc ça, on doit cette réflexion, vous voyez, notamment au départ dans le champ des sciences politiques et en philosophie morale, hein, concernant la délibération. Hein.
la délibération qui va permettre finalement d'accompagner des changements de raisonnement et de comportement. Hein. Vous voyez, la réflexion collective, ce débat collectif, hein, par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, hein, bien sûr, c'est un exercice de démocratie participative, de s'entendre sur des valeurs communes. Et ça, on le retrouve en économie, hein. Donc, en tout cas, dans une frange de l'économie dont je fais partie, où on se dit, plutôt que d'interroger les gens individuellement, ce serait bien aussi de mettre en avant comment dire, des protocoles permettant de les faire interagir les uns par rapport aux autres et en économie, ce qu'on appelle, peu importe, une évaluation délibérative. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ça? Qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est pareil en sciences politiques, hein, d'une certaine façon, par rapport aux attentes, j'entends, hein, de démocratie participative. Ben, on attend que les gens changent de position, bien sûr, hein. C'est bien l'objectif de la Convention citoyenne, d'une certaine façon, de se dire jusqu'à quel point il peut y avoir des consensus sur des priorités communes. Et vous voyez, là, il y a une hypothèse assez forte, mais vous allez voir, elle a été invalidée partiellement dans notre travail. Je la résume très rapidement. Lorsqu'on met les gens ensemble, ben, normalement, on attend qu'ils se déconnectent de leurs intérêts les plus personnels pour qu'ils raisonnent à travers justement des enjeux éthiques et moraux. Vous voyez ce qui apparaît ici, ce passage, je parle pas des autres, mais vous voyez des autres éléments qui apparaissent ici, mais vous voyez le détachement de préférences purement individuelles vers des préférences collectives. Donc ça, c'est ce qu'on nous raconte très largement dans la littérature et que l'on voit apparaître effectivement dans un certain nombre de cas très pratiques. Vous mettez les gens en débat. Donc nous, on a pu l'observer dans d'autres travaux, hein. Effectivement, la position n'est pas du même ordre. C'est-à-dire, vous interrogez les gens d'un point de vue individuel, il semble à peu près logique qu'ils vont répondre par rapport à leur perception très personnelle des choses et en fonction de leurs intérêts personnels, hein. Donc ça, plusieurs travaux hein, nous ont validé cette hypothèse. Par contre, vous les mettez en groupe et là, c'est le groupe qui parle, hein, en règle générale. Et donc, si c'est le groupe qui parle, du coup, les gens leurs intérêts personnels, ils les laissent un peu de côté et ils privilégient une approche davantage collective et sociale. Donc, c'est l'intérêt social et collectif qui est davantage mis en avant. Bon, dans le travail, là, vous allez voir, à un moment donné, c'est pas forcément ce qui apparaît, mais on va essayer d'en trouver des éléments d'explication. Alors, notre travail, je le... Juste peut-être pour qu'on ait le temps d'avoir des questions à la fin, peut-être passer aux résultats éventuellement. Oui, alors, On a un petit peu de temps. si vous voulez. Alors, donc ça, c'était sur notre protocole. Donc, on a des cartes de choix qui sont soumises aux étudiants. Ça se fait. Alors, tout ça, ça s'est fait. Ça a très bien fonctionné, hein. Ça s'est fonctionné en lien avec les équipes pédagogiques qui nous ont aidés à construire ces fameuses cartes de choix qui nous permettent ensuite, nous, de dévoiler les préférences des étudiants. Donc, il y a tout un travail d'enquête individuelle. Et puis ensuite, donc c'est ce que je viens de dire, tout un travail autour d'une délibération collective. Et cette délibération collective, on l'a réalisée à travers un outil hein, que vous avez, dont vous avez déjà entendu parler, très certainement, puisqu'on l'a vu fleurir, il a eu un succès fou, cet outil, la fresque du climat, hein, avec l'objectif de sensibiliser un certain nombre de publics, pas seulement le public scolaire, à la question du changement climatique. Donc, vous voyez un petit peu, c'est résumé ici dans un certain nombre de photos hein, où les étudiants, sur la base de cartes, imaginent effectivement toute une série d'implications en lien avec le changement climatique, hein. Donc, ça peut être très violent d'une certaine façon, puisqu'on le voit d'ailleurs hein, très concrètement, parce que le changement climatique, par rapport notamment à la question de l'eau, peut aboutir à des conflits armés. Donc ça a été
Ça a été notre outil à partir duquel les étudiants ont débattu. Donc, vous voyez, par rapport à l'hypothèse, je le rappelle, c'est important. Donc, nous, on s'intéressait, est-ce qu'après débat, les étudiants vont changer de position? Important dans la classe, hein. Donc, si vous devez ensuite introduire un débat dans la classe. Donc, on a fait une analyse descriptive de notre échantillon, on est passé par une analyse économétrique, puis on analysait aussi les discours des étudiants à l'occasion de l'atelier délibératif. Alors voilà rapidement les résultats, et je vais insister surtout sur l'un d'entre eux. Donc, vous voyez, on s'aperçoit, si vous voulez, dans ce premier aspect, concernant le changement climatique proprement dit. Vous voyez, donc, alors là, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, les étudiants nous disent qu'ils ressentent d'ores et déjà les effets du changement climatique. Ils sont pratiquement les deux tiers à nous dire cela, vous voyez, dans le questionnaire individuel en ligne, hein, voilà. Et puis, lorsqu'il y a le débat, ils nous disent, voilà, le débat, oui, ça nous a servi, hein. Il y a eu une évolution des perceptions vis-à-vis du changement climatique. Oui, 40%, non, 60%, mais encore une fois, ils ont des bases de connaissances relativement solides sur le changement climatique. Alors, c'est un peu plus probant, vous voyez, c'est un peu plus probant sur les solutions fondées sur la nature. Euh, bon, ils ne connaissaient pas, hein, pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est ce qui apparaît. Seuls 27% des étudiants avaient entendu parler des solutions fondées sur la nature. Donc, ça, c'est ce qui apparaît dans leur réponse au questionnaire en ligne. Bon, alors nous, on les avait plus précisément questionnés sur deux services écosystémiques, le service pollinisation et le service qualité d'eau douce. Donc là, vous voyez, la moitié à peu près avait entendu parler et l'autre moitié non. Et là aussi, on s'aperçoit au moment de la délibération, du débat à travers la fresque sur le climat, voilà, il y a des changements qui apparaissent, vous voyez. Donc, pensez-vous que ces solutions soient adaptées pour lutter contre le changement climatique? Avant délibération, euh, 32 oui, 9% non, 59% je ne sais pas. Alors, vous voyez que là, il y a des évolutions majeures après délibération. Donc, ils sont 62% à nous dire oui, que ces solutions fondées sur la nature sont des solutions potentiellement intéressantes. Et vous voyez, par contre, ils ne sont plus indécis, hein. Il y a uniquement que 2% des étudiants qui sont indécis, alors qu'ils étaient plus de la moitié à l'être par la méconnaissance des solutions fondées sur la nature au moment de l'enquête individuelle. Alors, donc ça, je passe du coup sur les résultats économétriques. Bon, peu importe, il y en a d'autres. Voilà, j'en viens aux aspects les plus saillants. Alors, premier résultat, donc à l'issue du débat, les étudiants sont davantage conscients des impacts négatifs du changement climatique et des solutions fondées sur la nature en tant que solution pour y faire face. Donc, ils prennent en considération les rétroactions entre pratiques humaines et biens environnementaux. Donc, ils ont ce raisonnement en cascade, bon, qui est un des éléments non négligeables hein, de la délibération. Donc, ils le voient très bien à travers justement le maniement des cartes sur le changement climatique. Deuxième élément intéressant, ils vont envisager les solutions fondées sur la nature. Alors, je sais pas si vous utilisez ce terme-là en agronomie, mais enfin, c'est de plus en plus diffusé dans les programmes, ce qu'on appelle des biens communs, hein. Donc, ils considèrent que c'est un bien commun, donc un bien non exclusif et pour lesquels il peut y avoir des rivalités, des concurrences d'usage entre acteurs. Et ils nous disent, voilà, ce type de bien suppose des efforts collectifs. Donc ça va je dirais, dans le bon sens, hein, par rapport à l'engagement de ces jeunes gens. Ils nous disent, par exemple, on aura beau faire des changements minimes, ça ne suffira pas. Il faut que le collectif prenne la main. Donc, ils sont bien conscients de tout ça, hein, sans problème. Et alors, c'est là que arrive ce résultat qui est un petit peu paradoxal a priori.
Pourtant, ils se déclarent réticents à s'engager individuellement dans des actions de bénévolat visant à préserver les biens environnementaux à l'origine des solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire qu'ils sont très suspicieux sur le comportement altruiste des autres. Alors, ils nous disent, par exemple, hein, énoncé parmi d'autres, si certains en font moins, alors nos efforts n'ont pas d'intérêt. Et surtout, vous voyez, du coup, ils se disent, mais pourquoi je vais faire des efforts si d'autres ne les font pas? Hein. Et ça a été conceptualisé dans la littérature par le terme coopération conditionnelle. C'est-à-dire que dans mon raisonnement, je me dis, bah, je vais coopérer si les autres sont prêts à coopérer aussi. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux. Le changement de comportement est conditionné par celui des autres. Hein, voilà un énoncé qui nous le dit très bien. Tant que les autres ne changent pas, je ne changerai pas. Hein. Et ça, on le voit apparaître très largement. Moi, j'ai suivi un certain nombre de débats, vous savez, dans les émissions sur Arte ou autres. Et les personnes qui interviennent sur ces questions du changement climatique, dans le monde adulte en tout cas, nous dit aujourd'hui, il y a effectivement un verrou très important en la matière, hein, sur ces éléments de coopération conditionnelle. Hein, voilà. Et nous, on l'a vu très clairement apparaître dans ce cadre-là. Et du coup, on s'est posé des questions, mais voilà des jeunes gens qui, après débat, sont davantage conscients des choses, hein, des impacts négatifs du changement climatique, des solutions fondées sur la nature en tant que solution, mais en même temps, ils se disent, ben, je ne suis pas prêt à faire des efforts supplémentaires en termes de bénévolat. Alors, comment l'expliquer? Alors, on a un début d'explication qui me semble intéressant. Alors, ce début d'explication, d'ailleurs, moi, je me suis très largement inspiré d'un article, il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein, d'un article du Monde qui portait sur la fresque du climat. Cet article du Monde soulignait un certain nombre d'aspects ouais, sur cette. Alors, vous voyez derrière, j'ai simplement une dernière diapo que je vais vous proposer en la matière. En tout cas, ça questionne sur les outils d'animation dans la classe hein, pour amener un débat sur le changement climatique. Et dans cet article du Monde, l'auteur, je crois qu'il s'appelle Foucard, peu importe, nous dit la chose suivante. Hein. Bon, je résume, hein, je reprends un petit peu par rapport à notre affaire, mais il nous dit voilà, c'est un outil pertinent pour accroître le niveau de sensibilisation au changement climatique. Nous, c'est bien ce qu'on a observé à travers les solutions fondées sur la nature. Voilà, des jeunes gens, encore une fois, qui sont davantage conscients hein, d'un certain nombre de mécanismes. Mais, vous voyez, et ça, c'était surtout la critique qu'en faisait le journaliste du Monde. Hein. Il nous disait, voilà, mais c'est une approche très neutre, finalement, et objective du changement climatique. Et du coup, cette approche objective et neutre du changement climatique, elle ne permet pas de débattre sur l'essentiel. Et débattre sur l'essentiel, c'est débattre sur des choix de société. Hein. On ne peut pas raisonner comme si tout était égal. Hein. Il y a bien sûr des enjeux idéologiques, j'emploie les gros mots, et moraux qui sont très importants. Et Foucault nous dit la chose suivante dans cet article, produire et diffuser de la connaissance sur le changement climatique ne revient pas à le résoudre. Hein, on est dans une conception purement performatrice du savoir. Or, la fresque du climat a été conçue avec cet objectif-là de sensibilisation, de donner des informations supplémentaires pour sensibiliser les gens. Mais ce n'est pas parce que vous les sensibilisez qu'ils vont s'engager ensuite dans le changement climatique. Et du coup, la lutte contre le changement climatique, ce que je viens de dire, impose des choix sociaux et moraux. Hein, ce qui suppose de mener un travail collectif pour définir ben, de nouvelles normes sociétales pour lutter contre ce changement climatique. Il y a des remises en cause là qui sont particulièrement importantes. Hein. Donc on ne peut pas se contenter uniquement d'apporter du savoir pour du savoir. Hein. Alors c'est là que ça devient un défi. Hein. Ça peut être compliqué d'amener ces éléments-là dans la classe.
Alors, en guise de conclusion, hein, nous, c'est ainsi qu'on conclut finalement notre article. Comment amener dans la classe ce débat autour des normes sociales, sociétales, hein, ben, de deux façons, hein, nous semble-t-il. Premier élément, hein, impliquer davantage les élèves. Alors là, vous avez dans les établissements agricoles des possibilités à travers notamment euh, la pluridisciplinarité, hein, donc en fait interdisciplinarité. Impliquer les élèves dans des projets pratiques et collaboratifs en lien avec différentes institutions, des ONG, des collectivités locales. Donc là, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc c'est un petit peu le discours que tient aujourd'hui l'UNESCO, hein, qui a une approche très critique par rapport à l'enseignement sur le changement climatique. Donc c'est renforcer leur croyance à travers cet engagement dans des projets sur le fait qu'ils sont capables d'agir et les convaincre de l'intérêt de coopérer avec d'autres, hein, pour l'atteinte d'un but partagé. Et deuxième élément, hein, alors là on en revient, alors je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, hein, ce grand monsieur qui a joué un rôle très important pour repenser l'éducation, qui s'appelle Jérôme Brunner, hein, qui est décédé il y a peu de temps, hein, donc grand penseur de l'éducation, hein, qui nous dit, alors il ne parlait pas du changement climatique, hein, bien sûr, hein, mais pour Jérôme Brunner, l'école, c'est un lieu où on joue avec une culture, hein. Il y a une relation dialectique avec une culture, et pour cet auteur, les récits sont un instrument particulièrement important pour réinventer le monde, hein. Donc là, effectivement, nous, c'est ce que l'on dit, à utiliser le pouvoir des récits, à construire un monde commun, hein, et à favoriser la convergence avec l'autre. Il faut savoir, alors, je ne sais pas si ces concepteurs d'ailleurs connaissent Jérôme Brunner, mais vous voyez, vous avez aujourd'hui des outils sur le marché qui sont fondés sur ce principe-là, hein, de la mise en récit, hein. Il y a un outil notamment qui s'appelle la fresque sur des nouveaux récits, hein, et il nous semble, alors on l'a testé hein, une seule fois, mais qui nous semble approprié justement pour amener les élèves justement à installer collectivement un nouveau récit autour de nouvelles normes. euh, et permettant effectivement plutôt d'envisager, de s'emparer de ces questions idéologiques, hein, finalement, que sont les réponses au changement climatique. Voilà, j'ai terminé mon propos. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Constant, on peut prendre 2 minutes pour une question, deux questions si tu en as. J'ai pas, enfin, pas forcément de questions, mais je voulais aller un peu dans le sens de ce que disait Jean-Pierre pour la fresque, avec quand même, moi, pour l'avoir essayé plusieurs fois, cet outil, enfin, je me demandais comment vous l'avez pris en compte, parce que les conclusions de la fresque, une fois qu'on a fini le jeu de cartes, systématiquement désastreuse et catastrophique. Et Oui. moi, ça m'avait assez marqué. Quand on avait avec l'animateur, je m'étais dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt aussi à un biais déjà, et puis un intérêt à montrer que peut-être des futurs plus désirables pouvaient être mis en avant dans la fresque. Je me demandais ce que ça faisait aussi au niveau de l'engagement des jeunes. Et après, je voulais juste aller un peu dans votre sens sur l'histoire de la coopération conditionnelle. Il y a d'autres auteurs en psychologie cognitive qui ont aussi montré ça. Et moi, ce qui m'avait intéressé aussi, c'était la perception des inégalités, des injustices pour l'engagement. Et je me dis que aussi pour les élèves, je pense que c'est sûrement quelque chose sur lesquels il faut être relativement clair, parce que sinon, je pense qu'ils nous le renvoient assez régulièrement. Et après, la portée symbolique aussi de ces injustices à des hauts niveaux. Je pense notamment aux fonctionnaires d'État ou aux grandes entreprises qui ont un impact effectivement en se disant, bah, pourquoi je bougerais si, je sais pas moi, le patron d'LVMH peut faire 15 allers-retours d'avion dans la journée. Je pense qu'il y a aussi des portées dans ce sens-là. Et il y avait une psychologue canadienne, Rhea Rock, qui travaillait là-dessus avec ses élèves en disant que
elle réinstituait des espaces de coopération au sein de la classe en disant que voilà, effectivement, le collectif là-dessus, c'est sûrement aussi quelque chose de très porteur parce qu'on le trouve pas forcément toujours dans une association. Et elle, bon, alors peut-être avec un contexte éducatif particulier, on ne sait pas l'équivalent en France là-dessus, mais je trouvais intéressant aussi le dire, voilà, l'idée de se dire que c'est le collectif de la classe, de l'instituer, pour peut-être permettre l'engagement aussi, même sur des choses assez minimes, hein, comme vous le disiez, c'est pas forcément d'aller très loin, mais je trouvais ça, voilà, intéressant. Voilà, j'avais pas forcément de questions. Enfin, après sur le côté, ce que je trouvais pas évident forcément sur ce que vous disiez sur les expériences contextuelles des élèves, qui est, je trouve intéressante quand même pour le forcer l'engagement. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à résoudre dans le fait que bah, les connaissances scientifiques peuvent paraître assez éloignées des élèves. Et donc, je suis d'accord qu'il y a un enjeu à pouvoir généraliser ou recontextualiser des connaissances. Mais en même temps, si elles sont trop éloignées, enfin, si on se limite, je pense, mais c'est ce que vous disiez à l'approche scientifique, peut-être on n'arrive pas à sensibiliser. Et après, effectivement, le fait que les savoirs sont contextuels, enfin, les expériences sont contextuelles et que du coup, elles sont difficilement généralisables. Je trouve que c'est un équilibre qui est pas évident à trouver, parce qu'en même temps, il faut trouver ce qui leur parle quand on discute avec eux, et en même temps, l'exemple qu'ils connaissent, c'est pas forcément, vaut pas savoir scientifique. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être une manière d'articuler ces choses-là qui sont pas évidentes. Voilà, enfin bon, c'était pas forcément des questions, mais moi j'ai toujours un peu du mal à me dépatouiller là-dessus avec les élèves. Je pense que pour l'engagement, partir de leur expérience, c'est marquant, je pense. Après, effectivement, ça vaut pas un savoir scientifique, mais bon, voilà, je trouve que la question de l'engagement, elle n'est pas évidente là-dedans. À résoudre, avec la distance qu'il peut y avoir entre les savoirs, enfin par rapport au savoir. Et j'ai l'impression qu'il y a des travaux en psychologie qui essaient de l'évaluer aussi par la distance psychologique là. Et bon, voilà, je me demandais vos avis un peu sur ces questions-là. Mais sur la fresque en particulier, sur cette histoire de, de biais que ça peut imposer aussi d'avoir des choses qui sont pas désirables du tout à la fin, moi je trouve que c'est assez dur. Même si on propose un secours émotionnel, un débriefing à la fin, je trouve que c'est assez insuffisant. Et que ça peut être difficile pour les élèves aussi. Enfin, je pense que ça se fait pas sans l'inclure dans un continuum où on prend en charge les élèves, notamment leur santé, enfin psychologique ou émotionnelle. Oui, merci, Constant. Je vous rejoins tout à fait, hein. Vous avez bien vu les choses d'une certaine façon. Je vois qu'il y a un background important de votre part aussi, hein. Alors, sur le côté émotionnel, c'est vrai que on l'a constaté. Donc, nous, on a fait appel à une animatrice euh, Mm. professionnelle, donc qui avait l'habitude d'utiliser cet outil devant différents publics. Et là, effectivement, moi, j'étais pas présent à Mm. toutes les séances. Mais effectivement, il y avait ce côté émotion, hein, qu'il fallait à un moment donné canaliser, traiter. Et c'était pas toujours évident, hein. Donc, mais vous avez raison. Il faut du coup, ça renvoie un petit peu aussi à ce que j'ai pu dire, hein. C'est-à-dire, il faut aller au-delà. Il faut mettre les élèves dans une situation où ils peuvent se projeter plus favorablement d'un certain point de vue. Et concernant votre deuxième aspect, là, effectivement, moi, ça m'interroge beaucoup, hein, sur ces aspects savoir savant, Mm. concept quotidien, connaissances non scolaires. Je pense qu'il y a des réponses à avoir du côté de la didactique professionnelle. Vous savez, ces auteurs-là qui ont beaucoup écrit, je pense bien sûr à Gérard Vergniaud, à Pierre Pastré, euh, à Patrick Maillan, hein. Et ces auteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le premier acte, moi c'est d'ailleurs ce que je raconte aux jeunes stagiaires là, qui était assez déroutant dans un article éclairant de Gérard Vergniaud à ce niveau. Gérard Vergniaud dit le premier acte de l'enseignant, c'est pas le choix des concepts, donc des savoirs que l'on doit enseigner, mais c'est le choix des situations, hein. Et moi, ça m'a beaucoup influencé, encore une fois, dans mes enseignements. Alors, choisir une situation, c'est quoi? C'est finalement euh, le cadre. Au départ, ce type d'approche a beaucoup influencé la manière dont les curriculums de formation ont été mis en œuvre dans l'enseignement agricole, hein, au tournant des années 2000, qu'on appelle les situations professionnelles représentatives. C'est-à-dire que finalement, on s'est dit en prenant en compte tous ces travaux, que finalement, on forme nos élèves à quoi? À régler
à résoudre un certain nombre de situations, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou pas. Donc, le premier acte de l'enseignant, c'est de se dire finalement, à la fin de mon enseignement, quelles seront les situations que devront savoir résoudre mes élèves. Et du coup, la question des concepts est seconde. C'est une fois que je suis bien en accord avec moi-même et avec le référentiel, bien sûr, des situations que devront savoir résoudre les élèves, que je vais ensuite choisir les bons concepts dans la classe. Moi, je dis aux profs stagiaires, finalement, par rapport à la lecture d'un programme, hein, d'un référentiel de formation, il ne faut pas mettre tout sur le même niveau. Hein, vous allez filtrer votre enseignement autour de 5 ou 6 concepts clés, parce que ce seront des concepts opératoires, hein, pour reprendre ce terme consacré en didactique professionnelle, pour résoudre les fameuses situations qui auront été identifiées. Bon, et les référentiels donnent des clés justement à travers ces fameuses situations professionnelles représentatives. Vous voyez? Et c'est là que se fait la jonction, à mon avis, hein, c'est là que se fait la jonction entre connaissance contextuelle et savoir scientifique. Mhm. Parce que le savoir scientifique permet aussi de nommer les choses, vous voyez. Je peux Oui. avoir une connaissance contextuelle, mais cette connaissance, bon, elle est plus ou moins informelle, tacite, elle n'est pas mise en mots. Le Mhm. savoir scientifique, c'est une mise en mots qui permet ensuite de reconnaître la situation parente. Hein, ce qui nous racontait ce qui est raconté en didactique professionnelle, vous voyez. Le Mhm. conseiller est là pour nommer et se dire, ici et maintenant, ah oui, je suis dans telle situation. Donc, je vais sortir de mon carquois une flèche particulière qui s'appelle service écosystémique et qui s'appelle je ne sais pas quoi. Vous voyez? Et c'est le concept qui va me dire, voilà, c'est le moyen par lequel je dois entrer dans la situation et qui va me donner des outils pour résoudre cette situation, résoudre le problème qu'elle contient. Voilà. On a encore 2 minutes, Catherine, ou faut clôturer? Oh, encore 5 minutes, allez. Je me Vas-y. demandais juste si vous aviez vu des différences en fonction des niveaux, parce que là, on est sur les BTS et je me suis... Alors, on change de... Oui, J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur le code pour le... Bon, alors, qui concernait des élèves de terminale en éducation nationale, donc on n'est pas sur le même contexte, oui. mais où on voyait qu'il y avait quand même une grosse difficulté à, contrairement à ce que vous montrez, à Mm. aller sur des approches plutôt systémiques et on restait très sur le côté individuel et il y avait une incapacité à passer à cette étape-là et même avec des enseignements qui les mettaient en avant, enfin, c'est ce que vous avez dit là, les effets de cascade, etc. Oui. Les solutions qui étaient apportées par les élèves étaient tout au niveau individuel et peu au niveau collectif. Je me demandais si vous aviez d'autres échos dans d'autres cursus ou enfin, Non, on n'a pas travaillé sur d'autres niveaux. ok. Voilà, on s'est focalisé uniquement parce qu'on n'avait pas trop le temps, hein, Hmm. voilà, sur d'autres niveaux. Euh, En sachant, j'ai une information à faire passer du coup, en sachant que, et d'ailleurs on doit travailler avec la Bergerie nationale, mais avec une autre personne à ce niveau, on est sur un projet européen qui est un petit peu la suite, qui s'appelle euh, Butterfly, ce qui porte sur la pollinisation, hein, Ok. principalement les pollinisateurs sauvages en lien avec le changement climatique. En tout cas, nous, on va le relier au changement climatique. Et du coup, on va travailler avec différentes équipes dans les établissements en France et dans un certain nombre de pays européens. Donc là, peut-être, justement, pour répondre indirectement à vos Hmm. questions, on aura l'occasion d'avoir plusieurs niveaux de classe et faire ces comparaisons par rapport à la capacité que peuvent avoir les élèves justement à mener un raisonnement systémique. Alors, ceci dit, hein, là j'ai donné un exemple d'énoncé, mais oui, ce raisonnement, il est quand même pas, il va pas jusqu'au bout, quoi. Il y a un début de raisonnement systémique en cascade. Hmm. Bon, on le raconte dans l'article, mais enfin, voilà, c'est pas non plus des plus sophistiqués. Bon, mais D'accord. Hmm. et par contre, il se situe, vous voyez, davantage par rapport à ce que vous dites sur le positionnement individuel. Euh, Dans leurs propos, ils ont bien compris, même s'ils ne le nomment pas ainsi, qu'on est dans une logique de bien commun. Oui, voilà, moi c'est ce qui transparaissait pas dans enfin, l'étude qu'ils ont fait là,
C'est une certaine Malou Delplanque et Anna Chalak, moi je connais pas vraiment, mais bon voilà, qui pointait effectivement que ça allait pas très très loin, quoi. En tout cas, ce qui ressortait, c'était très à l'échelle individuelle, qui était étonnant de ce point de vue-là. Hmm. Ah bah, je serais curieux d'avoir ouais, l'avancée de vos travaux. C'est une question quand même, je me dis qu'il y a sûrement des différences en fonction des niveaux d'études. Mais moi, j'ai été très surpris en tout cas par vos résultats, là, notamment sur les réseaux sociaux. Ça me paraissait assez contre-intuitif par Eh oui, rapport à oui, tout à fait. la caricature qu'on a, je pense, sur les jeunes aujourd'hui. Et voilà, je trouve, ça questionne aussi sur les approches, sur l'esprit critique par rapport aux réseaux sociaux, où c'est peut-être pas forcément systématiquement besoin d'insister. Après, voilà, peut-être qu'en fonction des niveaux et de l'âge, ça Sans diffère. aucun doute. Et Mm. puis même des filières, parce que, il y avait un travail qui avait été mené par, auprès d'étudiants de l'IEP de Toulouse, et l'approche des réseaux sociaux était différente, justement. Parce D'accord. qu'ils s'informaient beaucoup, beaucoup plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mm. Là, c'était un résultat de ce point de vue assez encourageant, quoi, en se disant que ces jeunes gens ne se font pas gruger, Oui, oui. Ouais. ont un certain recul par rapport à l'information qui circule. Là, j'ai trouvé ça assez rassurant aussi, ouais. Mm. Ok, mais je vous remercie beaucoup, monsieur Del Corso. Et Merci. voilà, je vous ferai un retour de ce que pourra produire ce webinaire avec les enseignants du projet ASEC. Et puis, de toute façon, le replay sera diffusé largement. Très bien, parfait. Bon, merci à vous deux, hein, et Merci. bonne poursuite. À vous aussi. Bonne journée. À ce Bonne point. journée, merci Au beaucoup. revoir. Au Au revoir. revoir.